Quand la Chine construit, la planète entière le remarque. Chaque projet surpasse le précédent, plus grand, plus rapide et plus audacieux que tout ce que les autres oseraient entreprendre. D'un port entièrement géré par des robots à une autoroute sous-marine qui ne dort jamais, chaque nouveau chantier établit un nouveau record. Et quand vous verrez jusqu'où ils sont allés, vous comprendrez pourquoi les États-Unis semblent être restés bloqués 100 ans en arrière. Numéro 8. Le pont Hong Kong-Zhuhai-Macao. De loin, il paraît presque délicat, tel un ruban argenté qui s'étire au-dessus d'une eau bleue. Mais le pont Hong Kong-Zhuhai-Macao est l'une des prouesses d'ingénierie les plus audacieuses au monde. Ce n'est d'ailleurs pas un simple pont. C'est à la fois un pont, un tunnel et deux îles artificielles qui fonctionnent ensemble comme une seule et même infrastructure. L'ensemble s'étend sur environ 55 km d'un bout à l'autre, ce qui en fait la plus longue traversée maritime de ce type au monde. Un trajet qui nécessitait autrefois plusieurs heures en ferry ou un long détour par la route est désormais un parcours fluide reliant trois grandes villes en moins d'une heure. Pour y parvenir, les constructeurs ont dû affronter l'océan lui-même. En plein cœur du delta de la rivière des Perles, là où les vagues, les marées et les typhons se déchaînent constamment, ils ont créé deux îles artificielles. Imaginez-les comme d'immenses tremplins construits par l'homme pour les voitures. Sur la première, le pont plonge sous la mer, et sur la seconde, il remonte à la surface. Pour former chaque île, les ouvriers ont enfoncé plus de 100 gigantesques cylindres d'acier profondément dans le fond marin. Chaque cylindre a ensuite été rempli de roches et de sable jusqu'à devenir suffisamment solide pour supporter des routes, des tunnels et des bâtiments. Réaliser une telle opération dans des eaux calmes aurait déjà été difficile. Mais le faire en pleine mer agitée, où le vent peut changer d'une minute à l'autre, signifiait devoir maintenir chaque élément parfaitement stable pendant que l'océan tentait constamment de tout déséquilibrer. Entre ces deux îles se trouve la partie la plus spectaculaire de tout le projet. Un tunnel sous-marin long d'environ 6,8 km. Il a été construit morceau par morceau, comme un gigantesque puzzle sous-marin. Chaque section du tunnel était fabriquée à terre, scellée aux deux extrémités, puis acheminée en mer en flottant comme une barge. Chacun de ces géants de béton mesurait environ 180 mètres de long, 38 mètres de large et 11 mètres de haut, pour un poids proche de 80 000 tonnes. Une fois en position, les sections étaient lentement immergées dans une tranchée creusée au fond de la mer, puis assemblées grâce à des joints parfaitement étanches, tandis que plongeurs et géomètres vérifiaient leur alignement centimètre par centimètre. Imaginez devoir déplacer d'immenses wagons de béton sous l'eau jusqu'à ce que la route située à l'intérieur soit parfaitement alignée, puis répéter cette opération encore et encore jusqu'à relier les deux îles. Lorsque le dernier accord a été scellé, cette autoroute sous-marine invisible était enfin prête à accueillir les véhicules sous certaines des voies maritimes les plus fréquentées d'Asie. De retour au-dessus des vagues, le pont principal s'étend sur plus de 29 km, soutenu par d'immenses pylônes et d'élégants câbles. Chaque partie de l'ouvrage devait répondre à deux exigences opposées. Être suffisamment haute pour permettre au cargo de passer en dessous, tout en restant assez aérodynamique pour ne pas osciller ou se comporter comme une voile lors des tempêtes. L'ensemble du système, comprenant les ponts, le tunnel et les routes de liaison, a été conçu selon une norme unique et continue en matière de sécurité, d'éclairage, de drainage et de sortie de secours, afin que les conducteurs n'aient jamais l'impression de passer d'une structure à une autre. Derrière le volant, tout ressemble à une seule et immense autoroute parfaitement fluide, flottant au-dessus de la mer. Évidemment, construire quelque chose d'aussi ambitieux coûte extrêmement cher. Le coût total a atteint environ 18,8 milliards de dollars, couvrant aussi bien le pont principal et le tunnel que les routes d'accès reliant l'ensemble à Hong Kong, Zhuhai et Macao. L'effort humain a été tout aussi colossal. Au plus fort du chantier, plus de 14 000 ouvriers et environ 300 navires travaillaient simultanément sur l'eau, enfonçant des pieux, transportant les sections du tunnel et mettant en place les différentes parties du pont. Ils travaillaient au rythme de la mer, accélérant lorsque la météo était calme et sécurisant tout le chantier dès qu'une alerte au typhon était annoncée. Cet effort incessant, alternant périodes de travail intenses et interruptions forcées, s'est poursuivi pendant des années, jusqu'à ce qu'en octobre 2018, le pont ouvre enfin à la circulation.
Numéro 7. Raffle City Chongqing. Raffle City Chongqing ne se contente pas de dominer la ville. Le complexe semble flotter au-dessus de l'horizon, telle une flotte de navires naviguant à travers les nuages. Installé au point de rencontre de deux immenses rivières, 8 tours étincelantes s'élèvent à l'extrémité de la péninsule de Chongqing. Et au-dessus de 4 d'entre elles se trouve quelque chose que le monde n'avait encore jamais vu. Un gratte-ciel horizontal baptisé The Crystal. Long de près de 305 mètres et perché à environ 250 mètres au-dessus du sol, il est bien plus qu'une simple passerelle aérienne. À l'intérieur se trouvent des jardins, des restaurants, une piscine, des espaces de détente et une plateforme d'observation permettant aux visiteurs de se promener entre les tours sans jamais redescendre dans les rues. Vu de loin, l'ensemble ressemble à un vaisseau futuriste flottant au-dessus de la ville. Et cette apparence est loin d'être un hasard. Le site choisi pour cette construction n'avait rien d'ordinaire. Il se trouve exactement là où les fleuves Yangtze et Jialing se rencontrent, dans l'une des zones les plus venteuses, escarpées et fréquentées de la région. En contrebas, le trafic fluvial est permanent, tandis que les routes sont constamment encombrées de voitures et de tramways. Les architectes voulaient que le complexe ressemble à un port dans le ciel, avec chaque tour évoquant le mât d'un navire et The Crystal représentant sa coque. 2 des tours culminent à environ 354 mètres, tandis que les 6 autres atteignent près de 250 mètres. The Crystal s'étend au-dessus des 4 tours de hauteur intermédiaire, tandis que des passerelles aériennes plus petites le relient aux 2 tours les plus hautes, créant tout un réseau de passages suspendus au-dessus de la ville. Depuis les berges, l'ensemble ressemble réellement à un gigantesque navire ancré dans les nuages. Faire tenir une telle structure dans un endroit aussi exposé a nécessité certaines des techniques d'ingénierie les plus avancées jamais mises en œuvre en Chine. Les fondations de chaque tour devaient résister aux vents constants, aux variations de température et même aux légers mouvements des berges situées en dessous. The Crystal lui-même a été conçu comme un bâtiment indépendant, une immense structure fermée possédant sa propre ossature en acier, ses propres parois et ses propres systèmes de sécurité, le tout relié aux différentes tours. Son enveloppe en verre et en aluminium a nécessité à elle seule des milliers de panneaux, chacun soigneusement façonné et incliné afin que la surface paraisse parfaitement lisse et continue, que l'on observe le bâtiment depuis la rue ou à seulement quelques centimètres des fenêtres. Mais le plus impressionnant reste la manière dont ils l'ont construit. The Crystal n'a pas été assemblé en un seul bloc. Il a été construit comme un puzzle composé de 9 énormes sections. 4 d'entre elles ont été directement assemblées au sommet des tours, comme si les ouvriers construisaient un navire sur des toits. 3 autres ont été assemblées au sol, chacune ayant la taille d'un petit immeuble, avant d'être lentement hissées à plusieurs centaines de mètres dans les airs, à l'aide de grues spécialement conçues pour l'opération. Chaque levage devait être effectué lorsque la météo était parfaitement calme, car une simple rafale de vent aurait pu faire osciller ces énormes sections comme des pendules. Une fois en hauteur, les équipes les guidaient avec une précision extrême, jusqu'à ce qu'elles s'emboîtent parfaitement à leur emplacement. Au plus fort des travaux, plus de 6000 ouvriers s'activaient sur le chantier. Soudeurs, grutiers et ingénieurs travaillaient selon une coordination minutieuse, malgré la pluie, le brouillard et les vents imprévisibles venant des fleuves. Le coût du projet était à la hauteur de son audace, environ 4,8 milliards de dollars pour l'ensemble du complexe. Cette somme comprenait non seulement les tours et The Crystal, mais aussi un immense centre commercial à leur base, des bureaux, des appartements, un hôtel, ainsi que toutes les passerelles et voies de circulation reliant les différentes parties du complexe. Lorsque Raffle City Chongqing a ouvert ses portes à la fin de l'année 2019, les habitants sont venus en masse. Le centre commercial a attiré des centaines de milliers de visiteurs, tandis que la plateforme d'observation de The Crystal est immédiatement devenue une véritable icône, offrant notamment une vue à travers un sol en verre, directement au-dessus du point précis où les 2 fleuves se rencontrent. Numéro 6. Le terminal automatisé de la phase 4 du port en eau profonde de Yangshan à Shanghai. En pleine mer, loin au sud de Shanghai, des ingénieurs ont réalisé quelque chose qui semblait impossible. Ils ont créé un nouveau littoral, puis construit dessus un port entièrement fonctionnel. Le terminal de la phase 4 du port en eau profonde de Yangshan couvre environ 223 hectares de terres artificielles et s'étend sur près de 2,4 km le long du littoral. Dès le départ, il a été conçu pour accueillir les plus grands cargos de la planète,
ces véritables villes flottantes transportant des milliers de conteneurs empilés comme des briques de Lego. Les opérations d'essai ont débuté le 10 décembre 2017 et depuis ce jour, le port ne cesse de redéfinir les règles du transport maritime mondial. Mais avant de pouvoir déplacer le moindre conteneur, il fallait d'abord créer de la terre là où il n'y avait autrefois que de l'eau. Les équipes de construction ont commencé par renforcer les fonds marins, puis ont accumulé de la roche et du sable pour former de nouvelles îles. D'immenses caissons en béton ont ensuite été installés et remplis afin de protéger solidement le nouveau littoral contre les vagues et les marées. Une fois le terrain prêt, les ouvriers ont aménagé le site comme un gigantesque circuit électronique, enfouissant des câbles électriques, des lignes de données et des repères de guidage destinés aux véhicules sans conducteur. Les rails des grues ont été intégrés directement dans le revêtement du sol, et au centre de l'ensemble, une haute tour de contrôle vitrée a été construite, ressemblant davantage à un laboratoire informatique qu'à un bureau portuaire. Les postes d'amarrage ont été dragués jusqu'à environ 15,5 mètres de profondeur, offrant ainsi aux plus grands navires de la planète suffisamment d'espace pour venir accoster. Puis sont arrivés les véritables muscles du port, les machines qui font fonctionner l'ensemble. Le long du front de mer, 21 grues géantes se dressent désormais telles d'immenses squelettes rouges, chacune capable de soulever un conteneur de 40 tonnes en un seul mouvement. Derrière elles, 108 grues automatiques prennent le relais dans les zones de stockage, empilant les conteneurs en rangées parfaitement ordonnées, pouvant atteindre près de 24 mètres de hauteur. Et entre toutes ces machines circulent environ 125 véhicules autonomes, des plateformes électriques sans conducteur qui transportent les conteneurs entre les grues et les zones de stockage, 24 heures sur 24. Le spectacle ressemble à une danse de robots parfaitement synchronisés, qui ne s'arrêtent jamais pour manger ou se reposer. Mais la véritable prouesse se trouve dans le système qui orchestre tout cela. Plutôt que d'acheter un logiciel étranger, Shanghai a développé son propre cerveau numérique intelligent, un programme capable de décider précisément où chaque conteneur doit aller, à quel moment il doit être déplacé et quelle machine doit s'en charger. Le système se met constamment à jour, toutes les quelques secondes, à mesure que les navires arrivent, que les camions se mettent en file ou qu'une grue ralentit. C'est aussi pour cette raison que la zone de stockage peut rester plongée dans l'obscurité la nuit. Aucun projecteur n'est nécessaire. Des capteurs, des lasers et des algorithmes guident chaque machine silencieusement et avec précision, même sous la pluie ou dans le brouillard. Construire une infrastructure aussi technologique n'a évidemment pas été bon marché. Le terminal a coûté environ 1,95 milliard de dollars. Mais cet investissement a permis de créer le plus grand port à conteneurs entièrement automatisé au monde. Il a également aidé Shanghai à conserver son titre de port le plus fréquenté de la planète. Numéro 5. L'ascenseur à bateau du barrage des Trois Gorges. L'ascenseur à bateau du barrage des Trois Gorges est l'une des machines fluviales les plus impressionnantes jamais construites. Il fonctionne comme un immense ascenseur vertical pour navires, capable de les faire monter ou descendre d'environ 113 mètres en une seule opération. Cela signifie qu'un navire de 3000 tonnes, qui devait autrefois franchir lentement 5 écluses successives, peut désormais effectuer le trajet en une trentaine de minutes. Au cœur du système se trouve une gigantesque cuve en acier, ou chambre, qui transporte à la fois le navire et une couche d'eau. Cette chambre se déplace entre 4 tours en béton intégrées au côté gauche du barrage. Elle mesure environ 120 mètres de long, 18 mètres de large et 3,5 mètres de profondeur, ce qui lui permet d'accueillir aussi bien des bateaux de croisière fluviale que de lourds cargos naviguant quotidiennement sur le Yangtze. Lorsqu'il fonctionne, l'ascenseur déplace au total environ 37 500 tonnes, en comptant l'eau, la structure et les contrepoids. Aucun autre ascenseur à bateau au monde ne supporte une charge aussi importante. Pour le construire, les ingénieurs ont dû transformer une falaise abrupte en une gigantesque salle des machines. Ils ont commencé par creuser profondément dans la roche avant de couler d'imposantes fondations pour les 4 tours principales. Chaque tour devait être directement ancré dans la roche afin de supporter le poids et les vibrations de la chambre en mouvement. À mesure que les tours en béton s'élevaient, les ouvriers assemblaient au niveau du sol les différentes sections de l'immense chambre métallique. Chaque pièce avait la forme d'un caisson rigide en acier et était suffisamment robuste pour rester parfaitement droite, même avec les mouvements de l'eau et d'un navire à l'intérieur. Les différentes sections ont ensuite été glissées en position entre les tours et soudées avec une telle précision que les raccords sont presque invisibles. L'étape suivante consistait à installer le mécanisme permettant à la chambre de se déplacer.
Le long de chaque tour, les ouvriers ont installé de grandes crémaillères verticales en acier, associées à des pignons motorisés qui montent et descendent le long de ces dents, comme des engrenages sur un rail. Des dizaines de moteurs électriques actionnent le système, tandis que d'immenses contrepoids suspendus à l'intérieur des tours équilibrent la masse de la chambre. Ainsi, les moteurs n'ont pas besoin de soulever seuls l'intégralité du poids, ils ne font que contrôler le mouvement. Les ingénieurs ont choisi ce système à crémaillère et pignon parce que le niveau de l'eau en amont et en aval du barrage varie considérablement au cours de l'année. Des ascenseurs traditionnels à câbles auraient été trop risqués, tandis que ce système peut continuer à fonctionner quelles que soient les variations du fleuve. Avant qu'un seul navire puisse emprunter l'ascenseur, les équipes ont testé chaque élément encore et encore. Elles ont d'abord fait fonctionner la chambre à vide pour vérifier les engrenages, les lasers et les freins. Puis elles l'ont remplie d'eau et ont progressivement effectué des cycles complets, tandis que des capteurs mesuraient les contraintes exercées sur chaque boulon, poutre et roulement. Lorsque le premier cargo a emprunté l'ascenseur en juillet 2016, le test s'est déroulé parfaitement. Le 18 septembre de la même année, l'ascenseur a officiellement ouvert en service limité, réduisant instantanément à quelques dizaines de minutes un processus qui nécessitait auparavant plusieurs heures. Aujourd'hui, des centaines de navires l'empruntent chaque semaine, comme s'il avait toujours fait partie intégrante du fleuve. Cet ascenseur fait partie du gigantesque projet des Trois Gorges, dont le coût total s'est élevé à environ 31,8 milliards de dollars. Il constituait l'un des derniers ajouts, mais aussi l'un des plus coûteux, nécessaires pour achever l'ensemble du système du barrage. Au plus fort des travaux, près de 40 000 ouvriers étaient mobilisés sur l'ensemble du complexe. Numéro 4. L'aéroport international de Pékin-Daxing. Vu du ciel, l'aéroport international de Pékin-Daxing ressemble à une immense étoile de mer dorée déployée sur les plaines au sud de la ville. Mais lorsqu'on se trouve à l'intérieur, il donne plutôt l'impression d'un espace immense et continu, lumineux, ouvert et incroyablement fluide. À lui seul, le terminal principal couvre environ 697 000 m², ce qui en fait l'un des plus grands bâtiments d'un seul tenant au monde. Au total, l'aéroport s'étend sur environ 47 km² et se trouve à près de 47 km du centre de Pékin. Il a été construit pour soulager l'ancien aéroport de la ville, saturé par le trafic, mais aussi pour réunir les transports aériens, ferroviaires et routiers au sein d'un seul gigantesque pôle de correspondance. Toute la prouesse réside dans son agencement. Dans la plupart des aéroports, les passagers doivent parcourir de longs couloirs épuisants, mais Daxing a été conçu pour réduire ces distances au minimum. L'ensemble du bâtiment se déploie à partir d'un hall central, sous une immense toiture nervurée aux formes fluides, baignée de lumière naturelle. Les grandes nervures d'acier du toit ne sont pas seulement élégantes, elles assurent également l'essentiel du travail structurel, permettant de couvrir d'immenses portées sans encombrer les espaces avec des colonnes. Des puits de lumière inondent le hall d'une douce lumière naturelle, tandis que l'organisation sur plusieurs niveaux permet de séparer les flux de passagers des vols nationaux et internationaux sans créer de confusion. Réaliser une structure aussi élégante a nécessité un chantier d'une ampleur absolument colossale. Les travaux ont commencé fin 2014 et en seulement 5 ans, le cœur du projet était achevé. Pour une infrastructure aussi gigantesque, c'est presque incroyable. Avant même de pouvoir ériger la première colonne, les équipes ont passé des mois à renforcer les sols meubles situés sous les pistes et les voies de circulation des avions. Puis est venue l'étape de la structure métallique. Des centaines de pièces gigantesques ont été soulevées et assemblées selon une chorégraphie extrêmement précise, permettant au toit de prendre forme comme un immense puzzle. Le calendrier ne laissait aucune marge de retard. Couler les structures centrales, lever les charpentes, fermer la toiture, puis installer l'immense réseau de systèmes de bagages, de câblages et d'équipements de sécurité dissimulés en dessous. Chaque étape devait s'enchaîner avec une précision parfaite, sans quoi l'ensemble du projet aurait pris du retard. Au plus fort du chantier, plus de 40 000 personnes travaillaient chaque jour sur le site. Les ouvriers spécialisés dans l'acier assemblaient les différentes sections du toit, pendant que les équipes chargées du béton façonnaient les halls d'embarquement en dessous. Les électriciens installaient des kilomètres de câbles, tandis que d'autres équipes posaient les panneaux de verre, les revêtements et les éclairages. Mais sous la surface se cache l'une des meilleures idées de Daxing. Un immense pôle de transport terrestre construit directement sous le terminal.
D'une superficie d'environ 80 000 m², il relie directement le cœur de l'aéroport aux trains à grande vitesse, aux lignes de métro et aux trains régionaux. Vous pouvez ainsi atterrir, récupérer vos bagages, descendre quelques escalators et monter quelques minutes plus tard dans un train rapide à destination de la ville. Évidemment, tout cela a eu un coût colossal. La construction de l'aéroport lui-même, comprenant les pistes, le terminal et les systèmes aéronautiques, a coûté environ 17 milliards de dollars. Mais en ajoutant les autoroutes, les voies ferrées et toutes les infrastructures urbaines construites pour l'accompagner, le coût total grimpe à environ 63 milliards de dollars. Numéro 3. Le Ping An Finance Center. Le Ping An Finance Center n'est pas qu'un simple gratte-ciel. C'est un véritable défi d'ingénierie transformé en œuvre d'art. Culminant à environ 599 mètres au-dessus de Shenzhen, il est le 5e plus haut bâtiment du monde et le plus haut du sud de la Chine. De l'extérieur, il paraît simple, une immense flèche élégante qui s'affine jusqu'à disparaître dans les nuages. Mais chaque élément de sa conception a été pensé pour résister aux contraintes liées à une telle hauteur. Le vent, le poids, la foudre et le temps. 8 colonnes géantes encadrent la tour, toutes reliées à un épais noyau central en béton. Entre elles, d'immenses structures en acier agissent comme des muscles, reliant le noyau à l'ossature extérieure afin que tout le bâtiment se comporte comme un seul bloc. Cette forme pointue et aérodynamique n'est pas seulement esthétique. Elle réduit la pression du vent de près d'un tiers, ce qui limite les oscillations de la tour lorsque des typhons frappent la côte. Mais les travaux les plus difficiles ont commencé avant même que le premier étage ne sorte de terre. Le chantier se trouve juste à côté d'une ligne de métro en activité. Les équipes ont donc dû creuser une profonde fosse de fondation tout en s'assurant que les trains puissent continuer à circuler en toute sécurité à quelques mètres de là. Elles ont construit d'épais murs de soutènement, enfoncé d'immenses pieux dans le sol et coulé une base en béton armé suffisamment résistante pour supporter le poids d'une véritable ville verticale. Ce n'est qu'après plusieurs mois de travaux souterrains que les équipes ont pu commencer à construire vers le ciel. Et une fois lancé, le rythme était impressionnant. Chaque nouvel étage était construit en seulement 3 ou 4 jours. Semaine après semaine, la silhouette de Shenzhen se transformait sous les yeux de ses habitants. Les 8 colonnes extérieures de la tour sont disposées en forme de chevron et révèlent le secret de sa structure. À l'intérieur, le noyau central assure l'essentiel de la rigidité, tandis que les colonnes extérieures supportent les forces exercées par le vent et la gravité. 4 ensembles d'immenses renforts horizontaux en acier, dissimulés à différents niveaux, relient l'ensemble. C'est un peu comme si l'on reliait le moyeu et la jante d'une roue à l'aide de rayons. Cette configuration permet de créer de vastes plateaux de bureaux ouverts, sans colonnes intérieures gênantes, une nécessité pour les grandes salles de marché et les entreprises technologiques qui occupent les lieux. Vient ensuite l'enveloppe extérieure, celle qui donne au Ping An son apparence argentée et brillante. Au lieu d'utiliser de l'aluminium, les constructeurs ont choisi de l'acier inoxydable de qualité marine, environ 1700 tonnes au total. Un métal classique se corroderait rapidement dans l'air salin et humide de Shenzhen, mais cet alliage conserve son aspect net et brillant pendant des décennies. Chaque panneau a été fabriqué sur mesure et installé avec une précision chirurgicale, afin que les lignes verticales de la tour restent parfaitement droites du sol jusqu'à son sommet. Le chantier lui-même ressemblait à une ville dans la ville. Au plus fort des travaux, plus de 15 000 ouvriers occupaient le site. Certaines équipes coulaient le béton du noyau, d'autres assemblaient les méga-colonnes en acier, des soudeurs travaillaient sur les immenses structures, tandis que les installateurs de façade hissaient des panneaux à plusieurs centaines de mètres dans les airs et que les électriciens câblaient l'immense socle relié au métro. Et comme Shenzhen est régulièrement frappé par la foudre, les ingénieurs ont dû anticiper ce problème. Les piliers en acier inoxydable servent également de cage de protection contre la foudre, permettant de conduire les impacts en toute sécurité jusqu'au sol. Évidemment, une tour pareille coûte extrêmement cher. L'ensemble du complexe, comprenant les 2 tours, le socle et toutes les infrastructures associées, a coûté environ 13,5 milliards de yuan, soit près de 2,1 milliards de dollars américains. Numéro 2. La Shanghai Tower. La Shanghai Tower ne se contente pas de monter jusqu'aux nuages, elle semble littéralement les traverser en tournoyant. Culminant à environ 632 mètres dans le quartier de Pudong à Shanghai, elle est le plus haut bâtiment de Chine et l'un des plus hauts de la planète.
Achevée fin 2014 et ouverte l'année suivante, elle se dresse aux côtés de deux autres bâtiments emblématiques, la tour Jinmao et le Shanghai World Financial Center, reconnaissable à sa forme de décapsuleur, formant ainsi un trio qui semble presque avoir été sculpté par le vent lui-même. Mais cette forme torsadée n'est pas seulement là pour impressionner. Chaque étage de la tour pivote légèrement par rapport à celui situé en dessous, créant une rotation totale de 120 degrés entre la base et le sommet. Cette spirale progressive répond à un objectif essentiel, atténuer les vents violents qui frappent les gratte-ciels d'une telle hauteur. Lorsque les ingénieurs ont testé des maquettes en soufflerie, ils ont découvert que cette forme incurvée et torsadée réduisait la pression du vent d'environ 24%. Cet avantage aérodynamique a permis d'utiliser des matériaux plus légers, de réduire les oscillations et d'économiser environ 50 millions de dollars sur la construction. Mais ce qui se cache derrière cette façade vitrée est encore plus fascinant. La Shanghai Tower est en réalité constituée de deux bâtiments en un. À l'intérieur se trouve un immense noyau vertical en béton et en acier qui assure la solidité de la structure. À l'extérieur, une façade transparente l'enveloppe, créant une sorte de gigantesque serre qui s'enroule autour de la tour jusqu'au sommet. Entre ces deux parois se trouve une zone tampon paisible, abritant des jardins suspendus, des cafés et des espaces de détente accessibles au public. L'air emprisonné entre les deux couches contribue à isoler l'intérieur, maintenant une température plus stable et réduisant l'énergie nécessaire au chauffage et à la climatisation. Ces atriums suspendus réduisent également le bruit et offrent aux employés, aux clients de l'hôtel et aux visiteurs quelque chose de particulièrement rare. Des espaces verts baignés de lumière naturelle à plusieurs centaines de mètres dans les airs. Mais avant de pouvoir construire tout cela, il fallait d'abord ancrer solidement la tour dans le sol, ce qui impliquait de résoudre l'un des plus grands défis de Shanghai, le sol meuble du delta. Pour supporter une structure aussi lourde, les ingénieurs ont réalisé l'une des plus grandes fondations en béton jamais coulées en Chine, utilisant environ 61 000 mètres cubes de béton lors d'un coulage continu qui a duré plus de 2 jours. Sous cette immense dalle se trouvent plus de 1079 pieux en béton armé et en acier, chacun enfoncé à environ 76 mètres de profondeur afin d'atteindre des couches de sol plus résistantes sous les terrains meubles de surface. Ces fondations invisibles sont la véritable force qui maintient silencieusement la tour stable face aux typhons et aux secousses. À l'intérieur, le bâtiment est organisé comme une succession de quartiers empilés les uns sur les autres. Il est divisé en plusieurs zones, chacune possédant son propre hall, ses jardins et ses ascenseurs. Les bureaux occupent les parties inférieures, tandis que les hôtels de luxe et les plateformes d'observation se trouvent près du sommet, avec les installations techniques soigneusement réparties entre les différentes sections. Cette conception raccourcit les trajets en ascenseur et facilite les déplacements à l'intérieur de cet immense bâtiment. À pleine capacité, environ 16 000 personnes peuvent vivre, travailler ou visiter la tour simultanément, faisant d'elle une véritable ville verticale avec ses restaurants, ses espaces de détente et certaines des plus belles vues d'Asie. Même les ascenseurs battent des records. Grâce à un système Mitsubishi spécialement conçu, ils peuvent atteindre environ 74 km/h, suffisamment vite pour faire ressentir la pression dans les oreilles. En un peu moins d'une minute, les passagers peuvent atteindre des plateformes d'observation situées à plus de 550 mètres au-dessus des rues, d'où Shanghai s'étend à perte de vue comme une immense carte scintillante. Et pour éviter que les occupants ne ressentent des vertiges ou le mal des transports lors des journées venteuses, les ingénieurs ont installé un gigantesque amortisseur harmonique, une masse oscillante d'environ 1000 tonnes qui se déplace légèrement afin de compenser les mouvements du bâtiment. C'est comme un immense pendule caché qui maintient la tour stable lorsque le vent la pousse. Toutes ces innovations ont évidemment un coût à la hauteur du projet. La construction complète a coûté environ 2,4 milliards de dollars, financée en grande partie par la ville elle-même. Numéro 1. La liaison Shenzhen-Zhongshan. Il est difficile d'imaginer l'ampleur de la liaison Shenzhen-Zhongshan avant de comprendre ce qu'elle représente réellement. Une succession de ponts, de tunnels et d'îles artificielles longues d'environ 24 km traversant la mer à ciel ouvert. Elle relie deux immenses villes situées de part et d'autre du delta de la rivière des Perles, une région autrefois connue pour ses détours de plusieurs heures et ses embouteillages interminables. Aujourd'hui, les automobilistes peuvent effectuer le même trajet en seulement 30 minutes. La liaison a ouvert le 30 juin 2024
et elle est déjà considérée comme l'un des projets de construction sur l'eau les plus audacieux jamais réalisés. Plus de 15 000 ouvriers ont affronté des typhons violents, une chaleur extrême et des fonds marins boueux qui se comportaient presque comme des sables mouvants. Ce n'était pas simplement la construction d'un pont, mais un véritable défi face à la nature. Plongeurs, soudeurs, grutiers et ingénieurs ont travaillé ensemble jour et nuit, luttant contre les conditions météorologiques pour transformer ce projet en réalité. La structure se compose de 3 grandes parties, des ponts à chaque extrémité, un long tunnel sous-marin au centre et 2 îles artificielles qui relient l'ensemble. Ces îles fonctionnent un peu comme des poumons, permettant à toute l'infrastructure de respirer. Pour les construire, les ouvriers ont enfoncé d'immenses parois d'acier dans les fonds marins, pompé l'eau à l'intérieur, puis rempli l'espace de couches successives de roches et de sable jusqu'à faire émerger de nouvelles terres au-dessus des vagues. Ces îles artificielles accueillent les entrées du tunnel, les conduits de ventilation et les systèmes de sécurité qui permettent à l'ensemble de l'autoroute de fonctionner correctement. Puis est arrivée la partie la plus difficile, le tunnel. Il est composé de 32 gigantesques sections en béton, mesurant chacune environ 165 mètres de long, jusqu'à 55 mètres de large et près de 11 mètres de haut. Chaque bloc pèse environ 80 000 tonnes, soit à peu près autant qu'un navire de guerre moderne. Les équipes ont fait flotter ces immenses sections jusqu'en mer, les ont guidées avec une précision extrême à l'aide de remorqueurs et du GPS, puis les ont lentement immergées dans une tranchée creusée au fond de la mer. Des plongeurs travaillaient à plus de 30 mètres sous la surface pour aider à aligner chaque section avant de la raccorder à la suivante grâce à des joints parfaitement étanches. Lorsque le dernier raccord a été verrouillé, le tunnel est devenu une autoroute sous-marine continue offrant 4 voies de circulation dans chaque sens, la plus longue route sous-marine de ce type au monde. À l'intérieur du tunnel, tout est intelligent. Des caméras, des capteurs et des éclairages colorés surveillent chaque véhicule et adaptent la circulation en temps réel. On y trouve des conduits de ventilation, des passages d'évacuation et même un échangeur dissimulé sous terre permettant aux véhicules de changer d'itinéraire sans avoir à remonter à la surface. Au-dessus de l'eau se trouve le pont de Lingdingyang, qui permet de franchir les principales voies de navigation. Son tablier en acier s'étend sur plus de 1646 mètres, entre 2 tours culminant à près de 274 mètres de hauteur. L'espace disponible sous le pont atteint environ 76 mètres, offrant suffisamment de place pour laisser passer même les plus grands porte-conteneurs et navires de croisière du monde. Avant même d'installer la moindre pièce d'acier, les ingénieurs ont testé des maquettes en soufflerie avec des vents simulant des ouragans atteignant près de 306 km/h, afin de s'assurer que le pont puisse résister aux tempêtes les plus violentes. Une fois la conception validée, d'immenses grues ont soulevé chaque section du tablier pour la mettre en place. Les soudeurs ont scellé les raccords, puis les équipes chargées de la chaussée ont terminé la surface avec un asphalte époxy spécialement conçu pour résister au sel, aux embruns et à la chaleur. L'ensemble du projet a coûté environ 6,15 milliards de dollars et nécessité 7 années de travaux.